Salam alaikum, chers confrères et consoeurs. Futurs résidents, Inch'Allah, dans le cadre de préparation des cours à l'accès au résidana. C'est mon deuxième cours avec vous. Il sera intitulé un traumatisme de rachis cervical. On va scinder la question des traumatismes de rachis en deux parties. Rachis cervical et après le rachis lombaire la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord, pour cette séance, Inch'Allah, ça sera traumatisme du rachis cervical. Après avoir consulté, comme d'habitude, je sais que vous n'avez pas assez de temps pour réviser le cours et c'est un cours vraiment lourd. Ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai essayé de voir les questions qui tombent, là où on peut vous piéger généralement, et c'est comme ça que j'ai fait ce cours. Donc voilà, une vidéo. Pour attaquer ce cours, notre plan sera une petite introduction. Déjà dans la définition, commencent les pièges, les QCM. Donc on va tout bêtement commencer par une introduction. Après cela, on va attaquer l'intérêt de la question, un petit rappel anatomique pour savoir où ça se passe et comment ça se passe. Donc le diagnostic, bien sûr, clinique et radiologique, les complications possibles, et ce qui est très très important et compliqué surtout, et c'est là où on va vous piéger généralement dans les QCM, ce sera l'étude anatomopathologique, ce qui veut dire que les différentes lésions, c'est ça où ça se passe stable, instable et tout ça. Après, pour le traitement, ça sera bref, on ne va pas vous juger pour les traitements surtout chirurgicaux, et on finira par les conclusions ou les take-home messages. Donc voilà, tout bêtement, la définition des traumatismes crâniens. Donc, on va avoir deux parties. Un traumatisme de rachis cervical supérieur, c'est à partir de C0, qui fait les condyles occipitaux, on l'appelle ça des C0. De C0, C1 jusqu'à C2 à C3. Donc j'ai vu quelques QCM, c'est le rachis cervical supérieur de C1 à C3, non. Donc de C0 à C1 jusqu'à C2 à C3. Et deuxièmement, rachis cervical inférieur depuis C2, C3 jusqu'à C7 et D1. Donc la définition, elle est très importante. Les traumatismes du rachis cervical sont les plus fréquents des traumatismes du rachis. D'accord. Donc leur pronostic est dominé bien sûr par le risque de lésions médulaires ou bulbo-médulaires pour les lésions plus hautes, C1, C2, donc c'est très fatal. Et ils sont souvent méconnus aux urgences, surtout chez les patients intubés et sédatés, ils ne vont pas se plaigner de cervicalgie ni d'un déficit moteur. Donc, ils sont souvent méconnus. Leur traitement dépend de la stabilité de la lésion, bien sûr. Donc, il importe de connaître ces lésions précisément, donc et de leur éviter toute aggravation. Donc, car l'aggravation secondaire, c'est ça qui fait perdre aux patients des points sur le plan moteur ou même vital. Donc, le traitement est urgent et adapté. Il sera commencé sur les lieux des accidents et suivi dans un centre spécialisé. J'espère que c'est clair pour la définition, surtout la première partie. Donc, vous la trouvez dans les QCM. Donc, le rachis cervical supérieur depuis C0, C1 jusqu'à C2, C3, et rachis cervical inférieur depuis C2, C3 jusqu'à C7, D1. L'intérêt de la question, bien sûr, pourquoi on fait ce cours, bien sûr pour la préparation à l'accès au résidana, mais sur la question elle-même, la particularité anatomique du rachis cervical supérieur, la gravité, bien sûr, il est proche du bulbe qui fait partie du tronc cérébral, il y a les centres cardio-respiratoires, donc une faille durant le déplacement ou une ignorance de ces lésions va causer la mort imminente, d'accord. Les associations lésionnelles, donc souvent il n'y a pas de lésion du rachis cervical
tout seul. Il y a plusieurs lésions, traumatisme crânien, traumatisme étagé, dorso-lombaire. Donc, ils ne seront pas toutes seules ces lésions. La TDM, bien sûr, est reconstruction tridimensionnelle qui vont venir révéler le diagnostic et même la prise en charge. Et le but de traitement, bien sûr, obtenir une stabilité et tenter de sauvegarder une mobilité. Pour comprendre bien où ça se passe et comment ça se passe, on va entamer notre anatomie. Bien sûr, on ne va pas regarder cette partie dorso-lombaire, donc on va la voir prochainement dans le traumatisme du rachis dorso-lombaire. Donc on va justement voir cette partie-là. Voilà, donc le rachis cervical est composé de 7 vertèbres. Voilà, 7 vertèbres de C1 à C7, bien sûr. Donc il est en lordose. Voilà, le rachis cervical, il est en lordose, d'accord? Donc, le dorsal, il est en syphose. Le lombaire, il est en lordose. Donc, le rachis cervical est en lordose. Toute inversion de cette lordose ou toute rectitude qui élimine cette lordose est signe indirect d'une lésion quelque part. Voilà, ça c'est une vertèbre cervicale type qui fait donc une particularité qu'elle est donc losangique, le corps vertébral il est losangique et de plus en plus qu'on descend, ça devient quadriangulaire. Voilà. Donc ça commence par une partie losangique, voilà, le corps vertébral. Ça commence de C3 bien sûr, hein. Le C1 et C2, on en parle après. C'est une anatomie très particulière. Donc voilà, C3. De C3, retrouver cette anatomie corps vertébral constitué d'un mur antérieur, d'un mur postérieur, d'accord, les apophyses transverses, où va passer l'artère vertébrale. L'artère vertébrale, bien sûr, dans certaines lésions, elle sera lésée. L'artère vertébrale va donc participer à la vascularisation du cerveau au polygone de Willis. La partie postérieure est assurée par l'artère vertébrale qui passe effectivement dans les apophyses transversaires. Donc voilà un corps, un apophyse transversaire, voilà, des articulaires, des apophyses articulaires, voilà, des apophyses articulaires, des lames et un processus épineux qui est bifide en forme de V de C3 à C6. Donc C7 n'est pas bifide et C1, C2, donc ils n'ont pas, C1 n'a pas de processus épineux et C2, elle n'est pas bifide. Voilà, corps vertébral, mur antérieur, désolé, mur antérieur, mur postérieur, apophyse articulaire, apophyse transversaire, voilà, des lames et l'apophyse épineux. C'est clair pour l'anatomie. C'est très important. Vous m'entendez? Oui, docteur, très clair. Ok, on va passer. Là, on entame C1 et C2, donc pour leur particularité. Donc voilà, ça c'est une vertèbre, la première vertèbre cervicale, Atlas, donc nommée selon le dieu Atlas qui porte la terre. Donc voilà, l'Atlas, il porte la tête. Voilà, donc c'est une face supérieure de l'Atlas et celle-là c'est une face inférieure. La face supérieure, donc elle est dotée des apophyses articulaires supérieures qui vont s'articuler avec les condyles occipitaux qu'on ne les voit pas ici. D'accord. Elle est dotée d'un arc antérieur et arc postérieur. Donc voilà, arc antérieur,
arc postérieur et 2 masses latérales. Les masses latérales vont donner insertion donc un ligament très important qui va s'articuler d'ailleurs avec l'apophyse odontoïde, d'accord? Et donc il va être là, le ligament transverse, donc il va s'attacher dans la face interne de la masse latérale. Toute fracture de la masse latérale peut conduire à une désinsertion de ce ligament. On va les voir par la suite dans les lésions stables et instables. Il faut noter ça. Donc, une fracture de la masse latérale peut conduire à une instabilité. Par quel mécanisme? Donc, une désinsertion de ce ligament qui va s'insérer ici. Voilà, c'est un tubercule pour insertion de ligament transverse. Ça, c'est pour la première vertèbre cervicale. Donc, la deuxième vertèbre cervicale, c'est l'axis. Donc, l'axis, il est doté d'un corps, bien sûr, le corps de l'axis. Donc, les apophyses articulaires supérieures et apophyses articulaires inférieures. L'apophyse articulaire supérieure vont s'articuler avec les articulaires inférieurs de C1, comme on le voit ici. D'accord? Donc, une dent, voilà, la dent de l'axis qui va s'insérer donc juste derrière l'arc antérieur de C1, et c'est là où se produit le mouvement de rotation. Donc c'est la dent de l'axis qui est l'axe de rotation de l'atlas. L'axis aussi, il est doté d'un isthme. Voilà l'isthme. L'isthme, c'est la région entre les deux surfaces articulaires. Donc, surface articulaire supérieure, surface articulaire inférieure. Entre les deux, il y a l'isthme. On va les voir, les fractures de l'isthme. Donc, dans les hangman's fractures, les fractures des pendus. Voilà. Donc, ça, c'est très important à savoir. L'isthme, le voilà. Donc, une lame, bien sûr, et un processus épineux. On va voir aussi dans l'anatomie toujours donc les éléments qui font déséquilibrer notre stabilité. Donc voilà, c'est une vertèbre cervicale type. Comme on l'a dit déjà, elle est dotée d'un corps vertébral, un mur antérieur, un mur postérieur qui est très important. On regarde là déjà la moelle épinière. Donc toute structure qui va entourer cette moelle épinière, sa lésion doit créer une instabilité ou une lésion médulaire. Donc, les éléments qui vont léser cette moelle épinière, donc c'est le mur vertébral du corps vertébral postérieur, les apophyses transversaires et les apophyses articulaires, cette partie, les lames, cette partie. Voilà, c'est tout pour les lésions médulaires. Ils seront causés par des lésions, soit du mur du corps vertébral postérieur, les apophyses articulaires ou les lames. Si on vous dit une fracture de l'apophyse épineuse, elle est instable ou peut provoquer des lésions neurologiques, c'est faux. Voilà. Le processus épineux est vraiment loin de notre structure nerveuse. On passe. Pour la biomécanique aussi, il faut connaître la biomécanique du rachis cervical. Donc, pour le mouvement de flexion-extension, ça c'est une flexion. D'accord? La flexion-extension, son degré de, donc,
de mobilité sera 85%, d'accord? Enfin, la rotation elle sera 85%, la flexion-extension 70% et l'inclinaison 45%. Donc flexion et extension, c'est 70% degrés. Voilà, 70 degrés. Rotation 85 degrés, d'accord? Tout ça, c'est pour votre clinique. Donc, si vous voyez un malade qui ne peut pas faire une rotation passive et non pas active, d'accord, passive de 85 degrés, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout ça vous aider à mieux examiner votre patient. On va passer. Diagnostic. Donc, vous serez devant deux sortes de malades. Un patient qui vient en marchant et un patient qui va venir intuber, un polytraumatisé. Donc, voilà, deux situations différentes. Tout polytraumatisé, donc, a une lésion du rachis cervical jusqu'à preuve du contraire. Dans les QCM, voilà, il faut noter ça. Dans les QCM, on va vous dire donc une suspicion d'un traumatisme cervical va nous empêcher à réaliser une intubation ou un massage cardiaque pour diminuer la mobilisation. Donc c'est archi faux. Donc les gestes vitaux ne sont jamais contre-indiqués, quelles que soient les lésions. D'accord? Donc une lésion du rachis cervical ou bien une suspicion de lésion de rachis cervical ne va pas contre-indiquer un geste d'intubation comme le fait le médecin, le réanimateur ici. D'accord? Donc voilà, vous aurez affaire à deux patients. Un patient qui vient en marchant ne veut pas dire qu'il n'a pas de lésion de rachis cervical. Donc, et chez un patient intubé et sédaté, il faut toujours faire des examens de rachis cervical, donc une TDM, par exemple, ici une TDM de rachis cervical, pour voir s'il y a des lésions ou pas. Si on ne le fait pas, le patient va se rétablir de son traumatisme crânien, mais il va se réveiller avec une diplégie ou tétraplégie. Donc voilà, pour éviter cela, il faut toujours demander des lésions devant un patient polytraumatisé, intubé et sédaté. Examen neurologique, donc il faut jeter un coup d'œil, j'ai vu ça dans pas mal de QCM, sur le score de Frankel. D'accord, le score de Frankel, plus on avance dans dans les lettres, plus qu'il n'y a pas de lésion. Donc Frankel, donc A, un déficit complet, sensitif et moteur. Donc B, sensibilité, elle est conservée, mais il y a un déficit moteur. Le type C, sensibilité conservée, mais un déficit moteur qui est partiel. Donc la cotation motrice, donc on va la voir par la suite. B, sensibilité conservée toujours, un déficit moteur partiel, mais moins que le C. Donc il y a plus de force musculaire, la 3 et 4. Et là, c'est 1 et 2. Donc ça, c'est la force musculaire. 1, 2, 3, 4. Voilà. E, sensibilité et motricité normale. D'accord? Cette classification de Frankel, donc il faut la prendre. Le score d'Asia, donc ça doit être fait et signé sur les lieux d'accident. D'accord? Les médecins de SAMU ont cette fiche généralement. D'accord, ils vont la remplir. Donc, en examinant le patient, sensibilité, motricité. La sensibilité donc sera donc au toucher. Donc, sensibilité normale, on donne on donne la note complète, d'accord. Une sensibilité diminuée, donc on donne donc une note moins que la précédente. Une absence de sensibilité, donc c'est 0. Il faut mentionner ça sur une carte signée, car c'est médico-légal. Et même ça sert à un repère. Donc s'il y a aggravation durant son hospitalisation, il faut suspecter directement une lésion du rachis. Il faut bien sûr comprendre donc les métamères. Voilà, c'est C2, C3, C4, il faut les comprendre. Il faut, sur le membre supérieur surtout, c'est la flexion du coude, c'est C5.
D'accord? Extension du poignet, c'est 6. Donc, extension du coude, c'est 7. Flexion de médius, voilà, la troisième phalange, c'est 8. Abduction du poignet, abduction du cinquième doigt, c'est 5. Donc, il faut jeter un coup d'œil. Il ne faut pas apprendre par cœur. Mais il y a des points importants à voir sur les racines. Il y a une notion qui se répète dans les QCM. La racine, elle prend le numéro de la vertèbre sous-jacente. Par exemple, je fais un retour là. Voilà, là on a 7 vertèbres cervicales. Et il y a 8 racines. Donc la première racine va sortir au-dessus de C1. Donc entre C7 et D1, il y a la racine C8. C'est pour ça qu'on a 8 racines pour 7 vertèbres. D'accord. Donc il faut toujours suspecter une lésion de l'étage qui est sous-jacent à notre racine. Par exemple, on va faire très simple, on a un déficit à la flexion du coude. La flexion du coude, elle est assurée par la racine C5. Donc, on doit suspecter une lésion de l'étage C4, C5. Voilà. C'est très clair, j'espère. Parce que ça revient dans les QCM. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. J'attends les réponses des participants. Est-ce que c'est clair ou non? Ça revient dans les QCM, cette notion des racines. Hein. Parfait. Oui, c'est clair. Donc, une lésion de C5 va suspecter donc l'étage C4, C5. OK? Voilà, donc voilà, c'est très simple là. Donc, flexion, ça c'est les réflexes. Donc, le réflexe bicipital, c'est C5. Donc, le réflexe tricipital, c'est C7. Voilà, stylo-radial, c'est le C6. L'extension du poignet, c'est C6 toujours. La flexion du poignet, c'est C7. Donc, il faut voir tout ça de plus près et l'apprendre aussi. Car dans les QCM, on va vous dire une abolition du réflexe tricipital, par exemple. On doit savoir, c'est ça ce qui dérange les candidats dans les QCM. Donc, abolition du réflexe tricipital, c'est la racine C7. Et le niveau lésionnel, c'est C6, C7. Voilà, ça tombe comme ça généralement. Un patient, vous êtes un patient qui ne peut plus faire l'extension du coude et le réflexe tricipital est aboli. Donc, vous devez savoir que le réflexe tricipital est commandé par la racine C7. Et dans les QCM, ils vont vous dire qu'il y a une lésion C1, C2. C'est faux. Donc, la lésion doit être donc dans l'étage C6, C7. Voilà. Autres manifestations neurologiques donc, et qui font preuve d'une gravité extrême, donc un arrêt cardiaque d'emblée, par exemple par une luxation occipito-atloïdienne entre les condyles occipitaux et l'atlas. Donc il y a c'est devant le bulbe rachidien, donc les centres respiratoires et cardiaques qui sont là. Donc on peut avoir une mort subite ou un arrêt cardiaque d'emblée, d'accord? Donc un syndrome confusionnel, une vasoplégie, donc un ileus. Donc le patient il peut avoir une constipation, un ileus paralytique, un priapisme aussi. Ça se voit généralement un priapisme chez le traumatisme cervical grave. Le diagnostic, donc après la clinique, on va voir l'imagerie. Donc il y a une imagerie de débrouillage et il y a une imagerie donc de référence. Imagerie de débrouillage, c'est ce qu'on voit dans les urgences surtout. Donc les radiographies standards. Devant un patient qui présente un polytraumatisme, il faut demander un rachis cervical de face, de profil, trois quarts droit et gauche.
donc en dégageant le C7 surtout. Il y a 7 vertèbres, vous devez donc les voir. Généralement, les épaules doivent être dégagées pour voir la C7. D'accord. Donc voilà, radiographie standard, rachis face, profil. Il y a aussi le cliché C1, C2, bouche ouverte. D'accord, car la mandibule va mimer les deux premières vertèbres C1 et C2. Donc on doit faire le cliché C1, C2, bouche ouverte et deux faces. Ça vient généralement en profil dans les QCM, donc il faut voir ça. Et les clichés, bien sûr, centrés sur la lésion. Là, on est devant un C1, C2 face, désolé, donc c'est bouche ouverte. Voilà, la mandibule est écartée. Si on ferme la bouche, la mandibule va venir ici, mimer l'image. Donc, C1, C2 face, bouche ouverte, va nous permettre de voir C1 et C2. Voilà, c'est la vertèbre C1, ça c'est les masses latérales. Les masses latérales. L'apophyse odontoïde, qu'on le voit cassé ici, c'est une fracture de l'odontoïde, d'accord? Et on voit même un débord de la masse latérale. Ce qui témoigne déjà d'une fracture de la masse latérale aussi. Donc voilà, face, bouche ouverte. On va voir par la suite les indices qui vont faire suspecter une lésion de Jefferson, type donc fracture séparation des deux masses latérales. On va voir ça par la suite. Donc dans le rachis sur un cliché donc de profil, rachis cervical de profil, il y a l'alignement. L'alignement est très important de les voir, donc il faut voir ça de plus près. Voilà, celle-là elle est plus pratique. Donc, il y a la première ligne des parties molles. Des parties molles cervicales. Donc, il y a quelques chiffres à prendre ici. Donc, la ligne des parties molles, cet espace, ne doit pas dépasser donc 4 mm, donc au-dessus de ces 4. Donc, voilà, 2, 3, 4. Donc, au-dessus, ça ne doit pas dépasser 4 mm. Sinon, ça va témoigner d'un hématome des muscles ou d'un hématome oesophagien. Voilà, donc ça ne doit pas dépasser 4 mm. Au-dessous de ces 4, ça ne doit pas dépasser donc 14 mm. Là, ça va correspondre à l'œsophage cervical et là, ça va correspondre à la trachée. La deuxième ligne, donc c'est la ligne passant par les murs du corps vertébral antérieur. Corps vertébral antérieur. La deuxième ligne correspond au mur du corps vertébral postérieur. Voilà, le mur postérieur du corps vertébral. La quatrième ligne, donc c'est la ligne des massifs articulaires. Là voilà, donc c'est les massifs articulaires ça. Là, c'est la ligne, donc lamo-spinale, donc entre la lame et l'apophyse épineux. Voilà, il y a deux lignes. Et la dernière ligne, c'est la ligne passant par des épineuses. Donc l'alignement ne doit pas être débordé, comme par exemple durant donc, une inversion de la lordose cervicale. Donc l'alignement sera déséquilibré. Voilà, donc un cliché standard de profil au niveau cervical, on doit voir les alignements. Puisque la notion de stabilité elle est dynamique et nos clichés, que ce soit scanner ou clichés standards, ils sont statiques, donc on est amené parfois à réaliser des clichés dynamiques, car la notion de stabilité est dynamique, surtout par lésion de système disco-ligamentaire.
on va voir sur les clichés standards qu'une rectitude du rachis cervical. Donc ça témoigne déjà d'une lésion sous-jacente quelque part, mais puisque les muscles paravertébraux vont se contracter, ils vont verrouiller le déplacement, surtout les 12 premiers jours, les contractures musculaires vont verrouiller le squelette. Voilà, donc ça ne va pas permettre de voir des lésions. Donc, si on a une rectitude du rachis cervical, d'accord, et le patient neurologiquement il va bien, il a que des cervicalgies, donc on doit demander à distance des clichés dynamiques à partir du 12e jour. Voilà. Voilà, doivent être réalisés en prudence. Ils sont réalisés à quelques jours, c'est 12 jours. Voilà. Donc, ces 12 jours vont permettre de diminuer la contracture musculaire. Voilà. S'il y a un déséquilibre ou instabilité, on va l'avoir dans les clichés dynamiques. Les clichés de référence sont le scanner, d'accord. Donc, les clichés de débrouillage, ça se répète dans les QCM, surtout la partie est du pays. Voilà, donc le scanner et l'IRM sont les examens de référence. Et les examens de débrouillage sont les clichés standards, la radiographie standard. Voilà, scanner, donc devant un diagnostic douteux, une rectitude cervicale, donc une fracture qui est un cliché qui est de qualité donc médiocre, donc on doit demander d'emblée un scanner, surtout si le patient se plaint déjà de cervicalgie, de cervicopatialgie. Donc l'injection de produits de contraste, donc c'est vraiment dans un but préopératoire. D'accord. Le passage de l'artère vertébrale, comme on l'a dit déjà, c'est dans les apophyses transversaires et ça va rejoindre le trou occipital, donc dans la gouttière de l'atlas. Mais il y a des variations anatomiques. Donc s'il y a une fracture ou entorse C1, C2 et on doit aborder ça par voie postérieure, donc les variations anatomiques, on peut placer une vis directement dans une artère vertébrale. Donc le scanner avec injection va nous permettre d'étudier en préopératoire, d'accord, les variations anatomiques de l'artère vertébrale. L'IRM, donc chez un patient qui se plaint toujours, il y a un scanner normal, les clichés sont normaux, mais le patient est diplégique ou paraplégique. Donc voilà, on doit demander une IRM médulaire dans le but donc, de diagnostiquer un hématome péri- ou intramédulaire, des hernies post-traumatiques, comme on les voit ici, donc hernie post-traumatique, des contusions médulaires. Les complications sont soit immédiates par le décès, comme on l'a dit déjà, surtout les lésions létales occipito-atloïdiennes. Donc le bulbe rachidien, il est là, donc il fait partie du tronc cérébral, il y a les centres respiratoires, donc arrêt cardio-respiratoire directement. Donc neurologique, tétraplégie complète ou incomplète, monoplégie, diplégie, tout ce qui va avec. Des lésions secondaires à distance, donc une pseudarthrose, surtout ça vient dans les QCM, surtout l'apophyse odontoïde, la variété donc, du col de l'odontoïde, ça va donner une pseudarthrose. Donc les cals vicieux et l'arthrose post-traumatique. On va se concentrer. Je sais que c'était lourd l'anatomie, mais il fallait pour comprendre et même pour bien donc répondre à la question de l'anatomie, ça tombe généralement. Donc étude anatomopathologique. Le concept anatomopathologique va se baser sur trois chapitres. Donc on a une lésion, un mécanisme. Donc chaque mécanisme a ses propres lésions. Et chacune de ces lésions, on va les différencier en stable et instable. Donc voilà, c'est trois choses importantes dans ce qui va suivre. Donc voilà, on a un mécanisme et lésions qui vont correspondre à ce mécanisme.
car dans les QCM, on va vous dire qu'il y a une entorse biarticulaire et on va vous dire le mécanisme il est en rotation. Non, la rotation va donner une lésion uniarticulaire. Ça va se jouer sur ça, donc voilà, il faut se concentrer. On va commencer par les lésions de rachis cervical supérieur. La lésion, bien sûr, de C1. La fracture qui vient toujours dans les QCM, elle est là, la fracture de Jefferson. La fracture de Jefferson est par définition, donc c'est deux fractures. Donc on a vu, voilà, c'est l'atlas, ça c'est l'atlas. On a vu arc antérieur, arc postérieur et deux masses latérales. La fracture de Jefferson est par définition, c'est donc la typique, la plus typique, c'est donc deux traits de fracture sur l'arc antérieur et deux traits de fracture sur l'arc postérieur. Voilà. C'est une fracture divergente, ça tombe dans les QCM, elle est divergente. Donc les deux masses latérales vont s'éloigner du canal médulaire. Donc, généralement, elle ne pose pas de problème neurologique. Voilà. La fracture de Jefferson comprend deux traits sur l'arc, comme on l'a dit déjà, antérieur, et deux traits sur l'arc antérieur et deux traits sur l'arc postérieur. Le mécanisme, il est axial, compression axiale. La fracture de Jefferson, elle n'est pas par mécanisme de rotation ou mécanisme de flexion-extension. Ça tombe dans les QCM, vous faites attention, c'est une compression axiale. D'accord? Elle est stable si le ligament transverse est intact. On l'a dit déjà. Le ligament transverse va s'insérer ici, entre les deux masses latérales. S'il n'y a pas de lésion de ce ligament, cette fracture est stable. S'il y a lésion de ce ligament, la fracture devient instable. D'accord? Car le ligament transverse va empêcher le recul de l'apophyse odontoïde de l'axis. Toute rupture de ce ligament, il y a instabilité. Il faut mémoriser ça à tout jamais. D'accord? Donc, fracture de Jefferson, deux arcs antérieurs, deux traits sur l'arc antérieur, deux traits sur l'arc postérieur. Le mécanisme, compression axiale, et non pas une rotation, et non pas une flexion-extension. Elle est stable que si le ligament transverse est intact. D'accord? On va la voir dans les radiographies standards face bouche ouverte. On va aller voir pourquoi. D'accord? Voilà. Ça, c'est fracture de Jefferson. Donc, deux traits arc antérieur, deux traits arc postérieur. Ça, c'est un scanner. Et ça, c'est bouche ouverte. Donc, cet écart entre les masses latérales, ce qu'on voit ici, les masses latérales, sont là. L'espace entre la masse latérale et l'apophyse odontoïde, la voilà, ne doit pas dépasser 7 mm. Si on dépasse les 7 mm, Roi Camille, donc celui qui fait des classifications, donc Roi Camille, il n'est pas important d'apprendre les noms. Roi Camille suspecte une instabilité. Voilà. Si l'écart dépasse 7 mm, on suspecte déjà une lésion de ligament transverse. Le ligament transverse sur scanner, donc on le voit ici. Je sais que la qualité d'image est médiocre, mais il est là. Donc si ces deux masses latérales vont se diverger plus que 7 mm, ça témoigne indirectement que notre ligament est lésé. Et ça devient instable. Un autre repère qui vient dans les QCM, c'est l'index articulaire, le débord articulaire. Voilà, le débord articulaire index. Voilà, donc le voilà. Ça, c'est le débord. Ça, c'est l'espace
de la masse entre l'apophyse odontoïde, ça ne doit pas dépasser 7 mm, mais là, ça s'appelle un débord. Donc, la somme des deux débords ne doivent pas dépasser 4 mm. Un deuxième repère sur le cliché de face bouche ouverte. On peut passer, c'est clair. Pour la fracture de Jefferson, ça tombe donc vachement dans les QC. Hein. Des réponses, s'il vous plaît? Oui. Donc, parfait, on peut continuer. Oui. D'accord, ok. Toujours les lésions de C1, il y a l'entorse grave C1, C2. Donc l'entorse grave C1, C2, c'est la rupture du ligament transverse, est affirmée lorsque le cliché de profil. Donc avant, on était dans le cliché de face, fracture de Jefferson. Là, on va attaquer le profil. Donc entorse grave C1, C2. Donc voilà l'espace entre l'arc antérieur de C1 et l'apophyse odontoïde. Cet espace ne doit pas dépasser 3 mm chez l'adulte et 5 mm chez l'enfant. Voilà, cet espace-là. Donc, entorse grave C1, C2 est objectivé sur cliché profil. Jefferson, bouche ouverte, face. Donc, l'entorse grave C1, C2, c'est la rupture du ligament transverse, bien sûr, affirmée lorsque le cliché de profil, l'écart entre l'arc antérieur, comme on l'a dit déjà, entre C1 et l'odontoïde, égale ou dépasse 3 mm chez l'adulte et 5 mm chez l'enfant. Autre lésion de C1, donc un tassement d'une masse latérale. Voilà, ça devient instable. Quand on parle de la masse latérale, une fracture de la masse latérale, on doit toujours aller vérifier notre ligament transverse, d'accord car la masse latérale donne insertion à ce ligament. Fracture de l'arc postérieur, elle est genre rarement isolée, donc généralement on trouve 3 traits de fracture antérieure et postérieure, on la trouve rarement cette lésion. Il faut se baser sur Jefferson et entorse grave, C1, C2. Lésion C2, donc on a deux parties, la fracture de l'odontoïde. Donc voilà, la fracture de l'odontoïde, elle est donc abordée par deux classifications connues. Donc voilà, ça c'est notre apophyse odontoïde. La première classification, elle est d'Anderson et Alonso. Donc elle est basée sur l'étage du trait de fracture. Soit donc de l'apex de l'odontoïde, donc fracture type 1, elle est stable, d'accord. Type 2, donc le col de l'odontoïde. Et type 3, donc la base de l'odontoïde. Il faut mémoriser ça, surtout type 2, d'accord. Elle est instable, non seulement instable, mais le mot-clé qui tourne dans les QCM, c'est la pseudarthrose. Une fracture ici va exposer à une pseudarthrose. C'est quoi la pseudarthrose? C'est une mauvaise consolidation. Donc là, le traitement est souvent chirurgical. D'accord? Anderson et Alonso vont aller de l'étage du trait de fracture. Une autre classification va vérifier donc la direction du trait de fracture. Soit notre trait de fracture est horizontal, d'accord, soit au bar, donc oblique, en bas et en arrière, ça c'est très instable. Ou bien au bas, oblique en bas et en avant. Ça c'est stable. Donc ça a un bon pronostic généralement. D'accord. Donc horizontal et oblique en bas et en arrière, ce sont de mauvais pronostics.
est très instable. Pour récapituler, donc l'odontoïde, on a deux classifications. La première, Anderson et Alonso, selon l'étage du trait de fracture. La deuxième, de Roakami, selon la direction du trait de fracture. Voilà, c'est une radiographie standard de profil qui va montrer déjà une fracture au bar, c'est oblique en bas et en arrière de l'apophyse odontoïde. Ça, c'est notre apophyse odontoïde qui est fracturée et séparée de son corps. C'est une fracture très instable. Toujours dans les lésions de C2, donc les fractures de l'arc postérieur de C2 ou précisément ces fractures du pédicule de C2. Là, le mécanisme est l'hyperextension. Ce genre de fractures, on les appelle hangman's fractures, les fractures des pendus. Le gouvernement britannique, au 19e siècle, donc durant les pendaisons, pour une raison humanitaire, ils vont ramener la corde, donc il ne faut pas vous encombrer avec ces informations, c'est juste pour les mémoriser. Pour mémoriser surtout ça, l'hyperextension. Donc ils vont déplacer la corde qui était en arrière, ils vont la déplacer sous le menton pour provoquer une hyperextension. Quand on lâche un homme avec un soutien sur le menton qui est fait d'une corde épaisse, donc ça va provoquer une hyperextension et ça va provoquer cette fracture, hangman's fracture. Cette fracture est située entre les deux masses articulaires de ces deux. D'accord? Cette partie s'appelle l'isthme ou le pédicule. D'accord? L'isthme ou pédicule. Elle est située entre l'apophyse articulaire supérieure de ces deux et l'apophyse articulaire inférieure. Entre les deux, il y a l'isthme. Donc c'est une fracture de l'isthme ou pédicule. Si vous voyez pédicule dans les QCM, vous la cochez. Si vous voyez l'isthme, vous la cochez. D'accord? Donc voilà surtout le mécanisme. Hangman's fracture, c'est hyperextension. Hyperextension. On passe. Il y a une autre classification, donc une classification de cette fracture de l'isthme. D'accord? C'est selon le degré de diastasis et après selon qu'il y ait une angulation ou une dislocation. Voilà, le type A d'Edward Levin, donc c'est un diastasis donc inférieur à 3 mm, là c'est supérieur à 3 mm, diastasis c'est-à-dire séparation, d'accord? Donc là c'est inférieur à 3 mm ou 3,5 mm, vous trouvez donc sur des QCM 3,5 mm, c'est juste, d'accord? Là c'est supérieur à 3,5 ou 3, d'accord? Type B, là c'est une fracture séparation plus une angulation, d'accord? Et là c'est une fracture séparation plus antélesthésis, un déplacement antérieur, d'accord? Si ça va se déplacer ici, la moelle va passer donc à peu près là. Dans la situation non déplacée, elle va passer là directement. Mais s'il y a un déplacement antérieur, l'arc postérieur de C1 va aller comprimer la moelle. La moelle est passée là. Pour la notion de stabilité, A et B sont généralement stables, mais C et D, donc c'est très instable. Les classifications C et D d'Edward et Levin sont très instables et nécessitent un traitement chirurgical. Il faut mentionner ça. Là, c'est une autre classification plus ancienne, classification d'FND. D'accord? Toujours une fracture diastasis inférieure à 3 mm. Là, c'est supérieur à 3 mm. Et là, il y a vraiment donc une atteinte du disque et des articulaires. Là, l'articulaire elle est en place. Il y a un espace articulaire. Et là, il y a atteinte du disque et des articulaires.
Docteur, Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter la classification précédente, type C et D? C et D. Oui. D'accord. Donc, la classification d'Edward Levin donc, va se baser sur trois critères. D'accord. Le diastasis, la séparation, s'il y a ou pas une angulation, et s'il y a ou pas un déplacement antérieur. Le déplacement antérieur, on l'appelle antélesthésis. Donc, type A, le diastasis, la fracture, elle est inférieure à 3,5 mm. Type B, elle est supérieure à 3,5. D'accord. Type C, il y a une angulation. Type D, il y a un antélesthésis. Supérieur donc à 5 mm, un antélesthésis. Les deux types C et D sont très instables. C'est clair? Et ça nécessite un traitement chirurgical. C et D d'Edward Levin sont très instables. Enfin, j'ai récapitulé ça à la fin. Toutes les lésions instables sont mentionnées D'accord, pour bien merci. apprendre d'abord les QCM. C'est clair? On passe. Oui, merci. L'autre classification, toujours dans les Hagman's fractures, donc les fractures des pendus, celle-là, elle est plus simple, mais ça tombe pas vraiment dans les QCM parce qu'elle est ancienne. Donc voilà, cette fracture-là, c'est le diastasis inférieur à 3,5 mm. Là, c'est supérieur à 3,5 mm. Et là, il y a une atteinte du disque et articulaire. D'accord? Atteinte du disque et articulaire. Type 1, il y a juste une fracture. Type 2, il y a une fracture avec atteinte du disque. Et 3, fracture et atteinte du disque et des articulaires. Les articulaires sont là. Et c'est l'espace interarticulaire. Donc on le voit déjà qu'il est parti là. Donc atteinte du disque et articulaire. Quand il y a atteinte du disque et articulaire, tout ce qui est atteinte, donc il faut la prendre comme ça. Tout ce qui est atteinte du système disco-ligamentaire, ça doit être instable. Donc si vous voyez dans les QCM une atteinte disco-ligamentaire, c'est une fracture instable. D'accord? Là, c'est la fracture du pédicule. Donc voilà, on la voit ici. Ça, c'est quel type d'Edward Levin? J'attends vos réponses. Docteur Bouchra propose la réponse D, type D. D'Edward Levin, Oui. pourquoi type D? Type D, on a dit qu'il y a un antélesthésis. Et là, il n'y a pas d'antélesthésis. D'autres réponses? C'est alors. Il Il y a une réfléchit. angulation. Il y a une angulation. Et là, il n'y a pas d'angulation. Donc, docteur Fatima propose le type A. Voilà, c'est juste. Voilà, c'est le type 1. Un diastasis inférieur à 3,5 mm. Il n'y a pas d'angulation et il n'y a pas d'antélesthésis. On continue? Oui. Oui. Ça, c'est le type D. Voilà, c'est une fracture de l'isthme. D'accord? Il y a un antélesthésis. Voilà, antélesthésis. On le voit ici. Ça, c'est le type D. Là, on a terminé avec les fractures et lésions du rachis cervical supérieur, C1, C2. D'accord, on a vu la fracture de Jefferson, on a vu que la définition, par définition, elle est deux traits de l'arc antérieur et deux traits de l'arc postérieur.
S'il y a une atteinte de la masse latérale et une atteinte du ligament transverse, c'est très instable. S'il n'y a pas une atteinte de la masse latérale ou du ligament transverse, c'est stable. D'accord? Donc, la radiographie, c'est donc face, bouche ouverte. D'accord? Donc, s'il y a un déplacement de masse latérale supérieure à 7 mm, donc on suspecte une instabilité par rupture du ligament transverse. Et l'indice de débord articulaire, la somme des deux, gauche-droit, donc ça ne doit pas dépasser 4 mm. Maintenant, les lésions du rachis, enfin de C2, on a vu l'odontoïde avec deux classifications, Edward et Alonso, selon l'étage donc du trait, donc apexien ou du col ou de la base. Donc le col, on a dit que ça risque une instabilité et une pseudarthrose, d'accord. Et la deuxième classification, c'est Edward Levin qu'on a vu tout à l'heure. Donc, enfin, la deuxième, c'est Roy-Camille, toujours dans la fracture de l'odontoïde, selon la direction du trait de fracture. On a dit que l'horizontale et l'oblique en bas et en arrière sont les plus instables. D'accord? L'oblique en bas et en avant, elle est stable. On a vu aussi donc ces fractures de pédicule et ces classifications. La plus utilisée, c'est Edward Levin. Voilà, ça se base sur donc le diastasis supérieur ou inférieur à 3,5 mm, s'il y a ou pas une angulation ou s'il y a ou pas un antilesthésis. On va attaquer le rachis cervical inférieur. Pour débuter donc le rachis cervical inférieur, les ligaments, le système, donc le segment mobile rachidien fait d'éléments disco-ligamentaires est dispensable à connaître. Donc voilà, on a un système disco-ligamentaire qui est fait d'un ligament commun antérieur, un disque intercorporeal, le ligament vertébral commun postérieur, les capsules articulaires, le ligament jaune, voilà, entre les deux donc, lames, le ligament interépineux et le ligament supraépineux. Pourquoi on a vu ça? Donc, le rôle de ce système disco-ligamentaire, il est en même temps de soutien, il réduit le choc. Voilà, s'il y a une compression ou ça joue comme un airbag, voilà, pour amortir le choc. Et deuxièmement, ça limite les flexions-extensions. L'extension des vertèbres est limitée, par exemple, par le disque, la capsule articulaire, l'extension, la capsule articulaire et le ligament commun antérieur. S'il y a rupture, il y a une hyperextension. Et s'il y a une hyperextension, les éléments postérieurs osseux vont donc se rencontrer et ça va faire des fractures. Donc voilà, le segment mobile rachidien, il est important à connaître. Surtout celui-là. Le ligament vertébral commun postérieur. Car toute lésion de ce ligament va laisser migrer des fracas osseux dans le canal médulaire. Donc, tout ce qui va venir, s'il y a une atteinte de ce ligament, c'est que nos lésions sont très instables. Voilà. C'est ce qu'on a expliqué avant, donc la flexion et extension. Donc là, le même principe. Donc, on a un mécanisme, une lésion et une gravité ou stabilité.
Voilà. Donc, on a les lésions par compression. On a des lésions par flexion, extension et distraction. La distraction, c'est l'arrachement. Donc, flexion, extension et arrachement. Troisièmement, on a des lésions en rotation. Dans les QCM, ça va jouer sur ça. On va vous donner des lésions qui font partie de la flexion-extension et on vous dit que ça fait partie de la rotation, par exemple. Ou on vous dit une teardrop qui fait partie de la compression et on vous dit que c'est par flexion-extension. Et c'est faux. Donc, ça va jouer sur ça. On va commencer donc par les lésions en compression. On a un tassement antérieur. Donc, tassement antérieur en compression axiale, donc une force de compression, voilà, que ce soit en plongeant ou ou un objet qui vient tout juste sur notre crâne va projeter une force qui va causer ce tassement antérieur. On voit que le tassement est loin du canal médulaire. Le canal médulaire, il est là. Notre moelle épinière, elle est là. Donc, il est loin. Donc, c'est stable. Un tassement antérieur. On va augmenter de gravité maintenant. Le tassement, il est communitif. Donc, burst, fracture, burst, c'est un éclatement. Burst, fracture ou fracture communitive. Donc là, c'est plus grave d'intensité. Et là, on a une fracture teardrop. La fracture teardrop, ça tombe généralement dans les QCM, on va la détailler. Donc voilà, par compression, on a 3 lésions. Tassement antérieur, tassement communitif, donc la vertèbre est éclatée, d'accord? C'est une lésion instable, car le mur postérieur est touché, il est éclaté aussi. Donc il y a un risque de migration des fracas osseux dans le canal vertébral. Surtout s'il n'y a pas une intégrité du ligament qu'on vient de citer avant. Donc si un tassement communitif avec une lésion du ligament longitudinal postérieur, c'est une fracture instable. Si c'est un tassement communitif avec une intégrité à l'IRM du ligament commun postérieur, c'est une fracture stable. D'accord? La fracture teardrop, elle est généralement toujours instable. D'accord? Parce qu'il y a des lésions disco-ligamentaires qui sont très graves. D'accord? Ça, c'est le mécanisme de compression. C'est clair? On peut passer? Des réponses, s'il vous plaît? Oui. Parfait, on peut passer. D'accord? Deuxièmement, on a des lésions en flexion-extension. D'accord? Donc, les forces de flexion, par exemple, si on est dans la voiture et on se cogne contre l'autre voiture, donc il y a une flexion, d'accord? Une flexion. Et puis, puis extension, d'accord? Flexion, extension. Notre tête va se pencher en avant et elle va chercher son équilibre, donc en allant en extension. Voilà. Donc, la gravité, elle est moyenne là, c'est l'entorse moyenne. On voit déjà que la flexion, elle était limitée par le disque. Le disque, il n'était pas touché. C'est pour ça, durant l'extension, il n'y avait pas de lésion. Car l'extension, elle était limitée. On va voir par la suite que ce n'est pas le cas. Là, l'intensité a augmenté. Donc, durant la flexion, il y avait déjà des lésions ligamentaires. Le disque est rompu. Le ligament interépineux est rompu. La capsule est rompue. Donc, ce qu'on va craindre, ça va se passer durant l'extension. L'extension ne sera pas limitée, comme d'habitude, par le système ligamentaire. Donc, il y aura majoration de l'extension. Les lésions donc étaient là durant la flexion et sont aggravées durant l'extension. Donc, c'était une extension forcée. L'épineuse s'est cognée contre l'épineuse sous-jacente. Il y avait une fracture. Les articulaires se sont déplacés plus qu'il faut.
Donc, et le disque était arraché. Ça, c'est l'entorse grave. Ça tombe vachement dans les QCM et on va la détailler, les critères d'une entorse grave. D'accord? Là, c'est encore plus grave qu'une entorse grave, c'est la luxation fracture biarticulaire. Ça tombe dans les QCM biarticulaires par un mécanisme flexion-extension et non pas rotation. On va vous donner une luxation fracture biarticulaire et on va vous dire ça fait partie des mécanismes donc, de rotation, c'est faux. Voilà. Donc, voilà, durant toujours la flexion, il y a des lésions disco-ligamentaires, mais le déplacement il est plus grave durant une entorse. D'accord? Plus il y a des fractures donc de l'articulaire est fracturé. D'accord? Et un déplacement antérieur. Donc une luxation, fracture biarticulaire. Ces deux lésions sont très instables. Donc, les lésions en flexion-extension qui sont instables sont l'entorse grave, qu'on va détailler. Les critères d'une entorse grave, ça tombe dans les QCM, et les luxations fractures biarticulaires. On va les détailler par la suite. Donc, et les lésions là en rotation, troisièmement, les lésions en rotation, on a donc une fracture uniarticulaire, voilà, une rotation de cette vertèbre sur la vertèbre sous-jacente. D'accord? Il y a fracture articulaire, uniarticulaire. Oui? S'il vous plaît, concernant la luxation fracture biarticulaire, est-ce que ça Oui. concerne le même étage? Donc tous les étages de C3 à C7. D'accord? On a donc divisé les deux parties, rachis cervical supérieur, Atlas et Axis, odontoïde, Jefferson. Maintenant, ça concerne tout le rachis cervical inférieur, C3 à C7. Biarticulaire, ça veut dire le même étage. Biarticulaire, ça veut dire... La luxation et la fracture, le même Oui. étage. Par exemple, là, vous voyez ça. Docteur, est-ce que vous pouvez prendre le micro هكا تفهم la question تاعك خير؟ Docteur, s'il vous plaît. Oui. Pour la troisième, c'est la luxation et la fracture biarticulaire. Je voulais dire, la luxation et la fracture, toujours sur le même étage? Par exemple, toujours au niveau... on ne peut pas, par exemple, avoir une fracture à C3 et une luxation à C4, par exemple. Non? Déjà, quand on parle d'un étage, on parle de deux vertèbres. Ah, un étage égale deux vertèbres. D'accord? Donc, s'il y a une fracture, par exemple ici C3 et une luxation, déjà on a dit luxation fracture biarticulaire. Donc la luxation et la fracture concernent les articulaires. D'accord? Ça concerne les articulaires surtout. Dans certaines lésions, on s'en fout de ce corps et on s'en fout de l'épineuse. C'est surtout les articulaires. Ces deux-là. Luxation, fracture biarticulaire. Donc, s'il y a fracture d'un seul étage et ça va provoquer une luxation, c'est une luxation fracture biarticulaire ou monoarticulaire, c'est pas l'étage sous et sous-jacent. C'est c'est gauche-droite. Donc, l'articulaire qui est à droite et l'autre qui est à gauche. Ça ne concerne pas les deux vertèbres sus et sous-jacentes du même étage. C'est clair ou là? C'est bon, merci beaucoup. Par exemple, là, la lésion fracture, elle est uniarticulaire. L'autre articulaire de l'autre côté, elle est intacte. Vous voyez ou là? C'est bon, merci beaucoup. Donc, biarticulaire, ça concerne gauche-droite, mais sus ou sous-jacente. Merci beaucoup. C'est bon. Voilà. C'est clair pour nos confrères? Oui, ou là, y a-t-il d'autres questions? Non, il n'y avait que cette question. D'accord. Donc, voilà, on a vu par compression, par flexion, extension. L'entorse grave, il y a des critères qu'on va citer. Et luxation, fracture biarticulaire.
on va l'avoir aussi. Ces deux sont très instables. L'entorse moyenne, elle n'est pas instable. D'accord? L'entorse grave et luxation fracture biarticulaire, qui font partie du mécanisme flexion-extension, qui sont instables. Les lésions en rotation, donc fracture uniarticulaire. Voilà, uniarticulaire. Ça vient par rotation. Uniarticulaire, elle est asymétrique. Qu'une seule articulation. Ou bien la gauche, ou bien la droite. Donc là, c'est fracture séparation. Fracture séparation des massifs articulaires. Pour comprendre, c'est quoi le massif articulaire et l'articulaire elle-même. Là, c'est l'articulaire. Le massif articulaire, c'est celui qui porte l'articulaire. C'est ça. Donc le massif articulaire porte l'articulaire. Ça, c'est de faible intensité, donc il y a une fracture d'une seule articulaire. Là, c'est une fracture séparation du massif articulaire. Le massif articulaire, ça c'est plus grave et c'est plus instable. Et ça, c'est une luxation pure, uniarticulaire. Là, c'est une fracture, luxation d'une articulaire. Là, c'est une fracture séparation du massif articulaire. Et ça, c'est une luxation pure, sans fracture. Donc, sans fracture, luxation pure, uniarticulaire, toujours unie. Rotation égale unie. Voilà, ça doit s'apprendre comme ça. Rotation égale asymétrique égale uni. Uniarticulaire. Uni. D'accord? Là, c'est bi. Flexion-extension, c'est bi. D'accord? Donc là, fracture uniarticulaire. Deuxièmement, fracture du massif articulaire avec séparation, c'est très instable. D'accord? Et luxation uniarticulaire pure, sans fracture. Celle-là, on peut la réduire par traction. Et on peut en passer d'un traitement chirurgical. Celle-là, non. On doit fixer, car il y a une fracture donc articulaire. Celle-là, non. Le traitement est juste une réduction par traction et une minerve de Philadelphie. Voilà. Donc, les deux sont instables. Fracture uniarticulaire, fracture séparation des massifs articulaires. Ça nécessite une fixation, une arthrodèse. Voilà. C'est clair pour les trois mécanismes? Par compression, on va détailler la teardrop. Pour la flexion-extension, on va détailler donc l'entorse grave et la luxation fracture biarticulaire. Et pour la rotation, donc on va essayer de les voir les trois de plus près. Et là, dans le coup de lapin, donc on peut avoir toutes ces lésions qui sont ensemble, car il y a donc déplacement de la tête dans tous les sens. C'est le coup de lapin. Donc voilà, on va détailler donc la compression.